My God, oh my God, oh my God. Voilà un peu ce qu'on a ressenti devant le Grand Prix de Silverstone ce week-end. Le temple de la F1 un petit peu, hein, quand même. Le circuit, un des circuits de référence, hein, du calendrier historique de la Formule 1. C'est un Grand Prix complètement fou, animé principalement évidemment par la pluie. Et quand la pluie arrive, hein, souvent ça part en cacahuète. Et là, on a été vraiment bien servi. Une nouvelle victoire au panache donc de Lando Norris, mais cette victoire, c'est presque Oscar Piastri qui l'a perdue, et ça, il va s'en vouloir. On va essayer de comprendre cette pénalité qu'il a reçue, est-ce qu'elle est sévère ou pas. En tout cas, le duo McLaren aura vraiment, encore une fois, dominé ce Grand Prix. Il y aura eu un duel, le reste aura été relégué parce que Max Verstappen, qui avait animé la qualification, a énormément souffert pendant la course. Ça a été très compliqué, on va le voir, et il va finir désespérément à cette 5e place. Et puis forcément, on va revenir sur ceux qui sont passés à travers les gouttes. Et là, c'est le grand moment. Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg enfin s'offre un podium du coup au Grand Prix de Silverstone. On va forcément revenir sur cette performance de Steck Sauber, cette montée en puissance de Steck Sauber et de Nico Hülkenberg qui est enfin récompensé. 239 courses, rendez-vous compte, 239 pour décrocher ce premier podium, c'est la folie. Et derrière, on a un classement complètement fou avec des gros points pris aussi par Stroll, par Gasly. Enfin, tout le monde est passé à travers les gouttes. Et puis, il y a ceux qui, forcément, quand ce genre d'événement arrive, il y a ceux qui gagnent. Et on a aussi les gros perdants. Leclerc, Russell, qui auront pris de gros risques. Et ça n'aura pas payé du tout, du tout, du tout. On va rentrer dans les détails de tout ça. Là, Charles Leclerc aura probablement vécu le pire week-end de F1 depuis très, très, très longtemps. Un très mauvais week-end pour lui. Et puis le petit revival de Lewis Hamilton qui quand même aura plutôt bien mené sa barque ce week-end et qui commence un petit peu à prendre le pli tout doucement dans la Ferrari. On décortique tout ça, on analyse, c'est enfin bon, bien sûr. Allez, on commence par le c'est l'heure du duel. Pour ceux qui ont la référence, voilà, ça leur fera un petit pom-pom au cœur. Le duel, évidemment, de McLaren, on l'avait dit hein, la semaine dernière, c'est vrai, gros coup de massue sur Max qui avait été éliminé en Autriche. Donc définitivement, il sortait de l'équation, même si c'est vrai qu'on l'avait dit, on y croyait déjà plus beaucoup. Bon là, il est clair que le duel s'était installé, c'est un duel remporté par Norris, qui revient à 8 petits points d'Oscar Piastri. Et pourtant, Oscar Piastri aura tout bien fait pendant ce Grand Prix, à part un petit geste. Qualifié deuxième sur la grille au prix d'une pole fantastique de Max Verstappen. Encore une fois, on va y revenir. Mais c'est vrai que sur le format qualification, c'est là où quand même le Max est très fort. On a vraiment un peloton extrêmement serré, hein, ce groupe de 6 là. Et c'est vrai qu'on attendait, c'est pour ça qu'on reviendra aussi sur Charles, mais on attend un peu plus de Charles à ce niveau-là, mais parce que ça a toujours été son point fort. Mais on a ce groupe de pilotes avec des voitures qui étaient extrêmement proches l'une des autres ce week-end, surtout sur le format qualification en tout cas, et sur le sec bien sûr, hein, parce que samedi on a eu des qualifications sur le sec, et on a vu en fait tous les pilotes faire un tour très bon avec de légères petites erreurs qui vont coûter 1 dixième par-ci, 2 dixièmes par-là, à peine sur le tour. Et on va avoir ces 6 pilotes là, donc Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et George Russell dans un mouchoir de poche, donc sur ces 2 dixièmes, mais chacun va faire plus ou moins une petite erreur, sauf Max. Et c'est la grande différence quand on va arriver vraiment dans la dernière portion, celle qui vraiment est la plus complexe, celle où la traction, il faut garder un maximum de traction et il faut avoir pas fait surchauffer ses pneus.
et bah, Max Verstappen, lui, va réussir à faire cet enchaînement parfaitement et c'est ce qui va lui permettre de décrocher cette pole fantastique. Mais en tout cas, voilà, faut déjà féliciter quand même Max Verstappen pour cette pole incroyable. En tout cas, Oscar Piastri fait le taf puisqu'il vient se caler à cette 2e place. Il est devant Lando Norris à ce moment-là qui part 3e. Il a fait l'essentiel. Départ assez solide donc d'Oscar Piastri, derrière Max Verstappen. Et puis, départ sur le mouillé. Et très rapidement, on va voir que la McLaren est beaucoup plus à l'aise que la Red Bull. Et il va facilement se défaire de Max Verstappen et il va venir le déposer. Et une fois qu'il va le déposer, il va lui coller une valise, les enfants, une valise. Il y aura aussi un gros gap, je fais directement un pied de nez avec Max Verstappen parce que le début de course est directement lié à lui, mais on a la Red Bull de Max Verstappen, elle est forte, on le sait, sur les virages assez rapides parce qu'elle a un plus faible appui, elle a beaucoup moins de traction et là forcément quand les conditions elles commencent à devenir en mode pluie, on voit là toute la domination de McLaren, c'est un peu le problème parce que on attend une course un peu plus disputée, mais le problème c'est que actuellement la voiture avec le plus de traction qui colle le plus à la route, c'est la McLaren. Et donc forcément, ce phénomène qui est essentiel lorsqu'il pleut, il s'accentue. Donc le différentiel en fait entre la McLaren, qui est déjà la meilleure voiture du plateau, et le reste du peloton, il devient encore plus fort. Donc c'est pour ça qu'on a eu vraiment les McLaren dans une autre ligue sur cette course par rapport au reste de la meute, on va dire. En tout cas, Oscar Piastri fait le taf, se détache très largement et pourtant, il va subir les courroux des différents pilotes qui vont s'envoyer en l'air. On va avoir vraiment la totale avec tous les rookies qui vont y passer globalement. Comme d'habitude, les conditions dantesques comme ça punit souvent les jeunes rookies qui, faut dire ils ont pas fait beaucoup de courses sous la pluie, donc forcément ça part à l'erreur. Et puis la voiture de sécurité va arriver et ça va être le moment clé de la course finalement. À ce moment-là, Max Verstappen est 2e en très grande difficulté pour maintenir Norris derrière lui. La voiture de sécurité fait son apparition et là, Oscar Piastri qui a créé un écart colossal, il est à presque 10 secondes d'avance déjà sur Max Verstappen, va voir donc cette avance réduite à néant. Et derrière la voiture de sécurité, au moment de la relance de la voiture de sécurité s'en va. Et là, Oscar Piastri fait le choix justement de venir un peu tasser tout le monde en freinant assez fortement. Et ça va surprendre complètement Max Verstappen. Faut dire qu'à la télémétrie, on verra le différentiel qui est de 120-130 km/h d'un coup de perdu pour Oscar Piastri. Et malheureusement, sur cette manœuvre, il surprend tellement tout le monde que Max Verstappen est à 2 doigts de lui rentrer dedans. Il est obligé du coup de se décaler à droite, il le dépasse, mais c'est indépendant de sa volonté. Honnêtement, c'est pas de la faute de Max. Oscar Piastri a freiné un peu trop fort. Et malheureusement, sur cette manœuvre, ça va être jugé par les commissaires de course comme une manœuvre dangereuse. Alors qu'est-ce que dit la réglementation à ce niveau-là ? La réglementation, elle dit que le pilote qui se trouve derrière la voiture de sécurité a le droit de relancer de la manière dont il veut. Donc il a le contrôle total du rythme de relance de la course. Donc s'il veut, Oscar Piastri, il a le droit de freiner. Il a le droit de ralentir tout ce peloton, de réaccélérer un petit peu, de refreiner, de faire ce qu'il veut. Globalement, de toute façon, personne ne peut le passer avant le passage de la ligne. C'est ça la règle. Tant qu'il n'a pas passé la ligne de départ, on n'a pas le droit de redépasser un adversaire de toute façon. En revanche, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de mettre, pendant cette manœuvre, de mettre en danger l'un des pilotes par une manœuvre, un freinage, quelque chose qui mettrait en danger le peloton qui se trouve derrière lui. Et donc les commissaires vont venir pénaliser ce freinage trop fort qui va venir faire décélérer la McLaren donc de 130 km/h. C'est ce différentiel qui va être analysé par les commissaires et ils vont juger que le freinage va être trop fort, va être trop inattendu aussi parce qu'il va surprendre tout le monde et va mettre en danger du coup Max Verstappen. La sanction, elle va être honnêtement un peu lourde. C'est ça qui va être dur. Oscar Piastri va donc prendre 10 secondes de pénalité et la suite de la course va être très claire. La course va se dérouler, il va rester un arrêt pour les deux McLaren. Oscar Piastri va rentrer au stand. Forcément, quand il écope de sa pénalité, des 10 secondes supplémentaires sur son arrêt. Il va ressortir du coup presque 6 à 7 secondes derrière Lando Norris qui était à peu près à 3 secondes de lui. Et il n'arrivera jamais à refaire ce retard. Il va ressortir même à 5 secondes, mais bon. Donc il perd la course sur ce mouvement-là, très 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 emprunté sur le podium, on l'a senti très déçu
il vit un peu ça comme une injustice, mais c'est vrai que, bah, sur sa manœuvre, oui, il a mis en danger, en fait, Max Verstappen, donc la pénalité, même si elle est dure, elle est plutôt légitime parce que dans les règles, bah, ça a été un peu trop, surprenant, de ce freinage. C'est la télémétrie, hein, qui a validé ça, hein. C'est pas forcément le fait que Max Verstappen esquive une voiture parce qu'imaginez bien qu'après, le mec derrière peut s'amuser à faire semblant de rentrer dans l'autre et dire: «Mais attendez, il a freiné hyper vite, je l'ai pas vu», et donc on n'est pas à l'abri que ça puisse jouer de ça un petit peu les autres pilotes, hein. Ils sont intelligents, hein, donc ça peut, dans les prochaines courses, se servir de cet argument. Mais là, ce qui a validé cet argumentaire, c'est évidemment le différentiel donc, de 120-130 km/h. Ce qui est dur comme pénalité, ce qui est dur dans la pénalité, c'est les 10 secondes. Je pense qu'on aurait pu attribuer 5 secondes de pénalité, ça aurait été un peu plus, correct, on va dire, pour Oscar Piastri. Manque de bol pour lui, du coup, il perd littéralement le Grand Prix de Silverstone, sur ce mouvement-là. Pourtant, il avait un bon rythme, pourtant il a fait une belle course, pourtant il a tout démontré, sur ce circuit. Mais voilà, pas en mesure de ramener, la victoire et sur cette toute petite erreur, et oui, parce que le championnat, il est extrêmement serré entre les 2 et ça se joue sur des détails et bien sur ce détail, il laisse filer 8 points à Lando Norris qui gagne à domicile et qui sait, ça comptera peut-être à la fin du championnat du monde pilote. Alors on l'a dit, Max Verstappen qui a décroché une pole sublime puisqu'on l'a dit, c'était très serré et là, Max, c'était le Max 2.0 qui était de retour, celui qui ne fait pas d'erreur, qui nous sort le tour parfait et forcément, c'est lui qui vient décrocher cette pole. On l'a dit, il y avait en plus énormément d'adversaires d'un très haut niveau et c'est là où Max a trouvé le petit plus qu'il a amené sur cette, première marche de la grille. Partir en pole position, mais Max, il avait une énorme épine dans le pied. Déjà sur ses réglages, hein, Max Verstappen qui avait des réglages orientés plutôt, avec, très peu d'appui. D'abord pour avoir une grosse vitesse de pointe, on l'a vu, hein, globalement sur ses tours, si on analyse un petit peu, les tours du circuit, on a vu qu'il avait une énorme vitesse de pointe. Il avait facilité un petit peu, joué plutôt là-dessus, notamment dans le deuxième secteur pour prendre, pas mal d'avance. En revanche sur les virages, c'était un peu plus lent que la McLaren et ça, bah, forcément, ça va complètement le desservir sur, le dimanche de course où la pluie va faire son apparition. C'est un choix à la fois aussi, bizarre dans le sens où, la Red Bull est assez au courant que dimanche, ça va être pluvieux et Max fait ce choix donc il nous sort évidemment une pole extraordinaire mais le problème c'est que derrière, il sait que le dimanche, il va souffrir sous la pluie et là, bah, ça s'est transformé, hein. Le dimanche, ça a été très, très compliqué pour lui de suivre les McLaren. Évidemment très en difficulté. Il n'a pas tenu très longtemps, hein, devant Oscar Piastri. Il était en grande, grande difficulté, pour maintenir, Norris derrière lui, puis il va se faire déposer et puis surtout, bah, voilà, il va faire, l'erreur, il va partir à la faute, sous, redémarrage de la voiture de sécurité. Les pneus sont froids, il met un petit coup d'axel et là, on va le voir, bah, faire une erreur qui est franchement une erreur. On a rarement vu Max Verstappen faire ce genre d'erreur, repartir à la faute comme ça derrière des voitures de sécurité où les pneus sont un peu froids. Il va nous faire un énorme tête à queue et là, il va prendre très, très cher parce qu'il va repartir en 10e position, sur cette piste un peu trempée, encore bien humide, sur des pneus inter et là, il va galérer en 10e place, derrière les Williams à les repasser parce que en fait, le rythme, il est pas là, quoi. Il était aux avant-postes au début. Alors quand la piste va commencer à s'assécher et qu'on va revenir sur un format plus sec, on va sentir la Red Bull un peu plus à l'aise et petit à petit, il va reprendre un peu des positions, redépasser les Williams, dépasser, l'Alpine de Pierre Gasly et il va venir limiter la casse du coup à cette 5e place. Mais voilà, globalement, Max Verstappen, bah, il avait un setup, fait pour le sec. Quand on est arrivé à la course, toute la partie, humide, sous la pluie, lui aura coûté un peu cher. Donc je pense que c'est quand même une erreur de Red Bull et de Max Verstappen, sur son setup en général parce que, bah, la pluie elle était annoncée et il y avait mieux à faire. Du coup, il est, une fois de plus, définitivement décroché de ce championnat puisqu'il marque 10 points quand, Norris en met 25. Comme ça, on n'en parle plus.
Allez, avant de clôturer le chapitre Max Verstappen, je vais quand même parler des rumeurs parce qu'on est obligé, hein, quand même, les gossips. Évidemment, Max Verstappen, dont les rumeurs sont de plus en plus insistantes avec Mercedes. Pourquoi? Bah, c'est très simple. C'est vrai que chez Mercedes, on a Kimi Anthony et George Russell. Alors, l'idée de changer ce line-up pour choper un Max Verstappen à côté de Kimi Antonelli, ouais, moi je vois pas trop l'utilité honnêtement, évidemment. Alors évidemment, il est sûr, et évident qu'aujourd'hui Max Verstappen c'est, une machine de guerre et qu'il est, le top pilote recherché par n'importe quelle écurie. Après retirer, George Russell parce qu'on va probablement pas virer Kimi Antonelli pour mettre, Max Verstappen, je suis pas sûr que ça soit très, très, très intéressant pour la marque à l'étoile. En tout cas, on n'y gagne pas énormément non plus. Parce que George Russell, il nous sort quand même une saison exceptionnelle. Là où les rumeurs sont évidemment insistantes, c'est parce que globalement, l'humeur générale du paddock et la rumeur la plus forte du paddock, au-delà du fait de faire venir Max Verstappen chez Mercedes, c'est évidemment la puissance du bloc moteur Mercedes qui serait en avance par rapport à ses concurrents pour du 2026. On rappelle que l'année prochaine, donc on passe à 50% hybride, 50% du coup essence, et donc 50% thermique. Et donc Mercedes aurait de l'avance à ce sujet-là. Donc c'est ça les rumeurs. On se dit du coup le meilleur pilote dans la meilleure voiture. Et donc la meilleure voiture, ça serait potentiellement la Mercedes l'année prochaine. Et quid de refiler un peu Max Verstappen à tout ça. Mais il y a quand même une vraie question, un vrai sujet sur George Russell, sur pourquoi évincer George Russell après une année aussi prolifique pour George pour le moment, qui nous a fait quand même une très belle année. Et il n'y a pas de raison pour l'instant légitime. Bon, en tout cas, on va basculer du coup sur la course directe de George Russell, comme ça fait un pied de nez, parce que là, c'est sûr que, bon, c'était pas parti sur les chapeaux de roue. Mercedes qui aura fait littéralement n'importe quoi à ce Grand Prix avec ces deux pilotes. Des mauvais choix, mais pas aidés, c'est vrai, hein, par le déroulement de la course, mais littéralement des choix trop audacieux, trop compliqués. Donc la piste, on l'a dit, était trempée au départ. Tout le monde part donc en intermédiaire. Elle est bien bien trempée quand même la piste. Mais c'est vrai qu'elle s'assèche assez rapidement. Et là, on va voir Mercedes qui va prendre le gamble. Charles Leclerc et George Russell, les deux qui vont douiller finalement pendant ce Grand Prix, qui vont rentrer dès le premier tour pour aller chausser des pneus secs. Pourquoi pas, ça se tentait. Le problème, c'est qu'évidemment, derrière ça, il va se passer donc plusieurs tours, hein, avant que beaucoup, beaucoup de tours avant qu'il repleuve et la piste va s'assécher. Mais le problème, c'est que va y avoir énormément d'erreurs pilotes et du coup, il va y avoir beaucoup, beaucoup l'apparition de la voiture de sécurité. Et la problématique de ça, c'est que ils n'ont pas le temps de se chauffer les pneus pour refaire leur retard. Deux, c'est que les pneus restent froids et donc il faut les refaire monter en température systématiquement puisqu'il y a des VSC systématiques, hein, des virtual safety cars. Et donc ces deux pilotes chaussés de pneus secs par rapport aux autres, sur une piste un peu trempée, encore en bien humide, ils mettent énormément de temps à faire monter les pneus en température. Et du coup, le temps de faire monter ces pneus en température, ils roulent beaucoup moins vite que des intermédiaires et ils continuent à perdre du temps, etc. Donc c'est un peu une spirale qui s'est déroulée pour George Russell et Charles Leclerc, qui malheureusement n'ont pas été aidés par les multiples erreurs en début de course et l'arrivée des trois voitures de sécurité, enfin des virtual safety cars. Et donc forcément, ça les a tués un peu dans l'œuf dans leur stratégie. Et puis George Russell qui va alors là complètement gamble à la fin. Voilà, donc là on a une relance, il est à la 7e place, coincé, je crois, derrière Pierre Gasly qui n'arrive pas à passer, il est bloqué derrière lui. Pas de solution pour lui pour doubler cette Alpine avec ses pneus intermédiaires. Et la piste s'asséchant, il choisit de rentrer au stand beaucoup trop tôt. Parce qu'il se dit faut la tenter, de toute façon on est 7e, voilà, c'est pas une place qui est intéressante pour lui et pour sa Mercedes. Il se voit plus haut évidemment. Le problème c'est qu'il va rentrer beaucoup trop tôt et là ça va être un calvaire. Il va sortir, les pneus seront froids sur la piste qui est encore bien trempée et puis bis repetita, il va tirer un peu tout droit, il va mettre du temps à aller monter en température. Bref, il va partir à la faute et ça va être très compliqué, il va finir anonyme. Russell donc qui va douiller sur cette erreur, mais bon, il aura tenté.
il aura tenté et Kimi Antonelli lui, va se faire punir, puisqu'il va se faire rentrer au stand un tour après George Russell, après le départ. Donc il va subir exactement, la loi de George Russell. À contrario, il va juste ressortir devant lui, mais bon, ça va donner à peu près, la même chose, puisque comme il est rentré un tour après lui, il va ressortir devant, puisqu'avec les intermédiaires, on allait plus vite en début de Grand Prix, hein. Et une fois qu'il est ressorti, il y a un moment où il va se faire percuter par Isaac Hadjar avec, cette perte de visibilité, et puis, fin de la course. Donc vraiment des choix, il y a pas eu un bon choix globalement de Mercedes sur ce Grand Prix. Il est très, très, très mauvais, complètement foireux, et je crois que Mercedes d'ailleurs ne marque aucun point et repart, la queue entre les jambes de ce Grand Prix. L'autre qui aura vécu un calvaire, c'est, Charles Leclerc. Charles Leclerc, mais Grand Prix, mais catastrophique. Bon, on peut même englober un peu tout le week-end. C'est vrai que Charles Leclerc, quand même, on attend un peu plus de lui, notamment sur le format qualification. Il l'a lui-même reconnu. Voilà, là, le samedi de qualification, il finit le moins bon de tout ce groupe-là. On l'a dit, Hamilton, Russell, Piastri, Norris, Verstappen, tout ça dans un mouchoir de poche. Il y a Charles Leclerc dedans et Charles Leclerc, il finit sixième à ce moment-là. Pourtant, c'est sa force normalement, le format qualification. Et il vient se qualifier sixième sur la grille. Pas mal de petites erreurs qui vont lui coûter cher sur ce tour-là. Et déjà, il s'en veut et il a raison parce que c'est censé être sa force, hein, les qualifications. Il est censé justement monter un peu le niveau et finir dans le top 2 ou le top 3. Là, c'était un peu raté. Et puis pendant la course, voilà, il va subir la même loi que George Russell, rentrer au premier tour. Il va du coup être pénalisé par cette rentrée au stand. On l'a expliqué, hein, avec ses pneus froids, ce rythme coupé par les arrivées de Virtual Safety Car. Et puis surtout derrière, un calvaire parce que contrairement à George Russell, lui, il avait mais aucun rythme, Charles Leclerc. La voiture était hyper instable sous la pluie. Là où on avait annoncé que la Ferrari allait être le plus fort parce que c'est elle qui avait le plus d'appui pour le dimanche, on n'a rien vu de tout ça en tout cas sur la voiture de Charles Leclerc, en perdition totale, très 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 compliqué, de multiples erreurs, des passages dans l'herbe, des têtes à queue, bref, la totale, vraiment un calvaire. Et il va ressortir évidemment de ce Grand Prix avec un zéro pointé. Heureusement que Lewis aura assuré les points. On aura vraiment vu un Lewis plus intéressant, encore une fois, à domicile, beaucoup plus à l'aise. Là, c'était difficile en même temps de le comparer avec Leclerc, tellement Leclerc est complètement passé à côté de ce week-end en général, au niveau de son setup, ses réglages, son pilotage, tout. Il n'y avait rien qui allait. Et puis la stratégie en plus de Ferrari était mauvaise. Donc vraiment, il n'y avait rien. Mais belle lueur d'espoir, en tout cas, du côté de Lewis Hamilton, qui, pour le coup, commence petit à petit un petit peu à s'adapter à cette Ferrari. Il commence à copier un petit peu les réglages de Charles Leclerc. Il commence à adapter son pilotage. Il a beaucoup essayé de manier cette Ferrari. Il a vu que c'était pas forcément possible de, de la manier comme il voulait par rapport à son ancien pilotage. Il commence à s'adapter. Et là, c'est assez intéressant. Il commence un petit peu à refaire son retard et à être beaucoup plus proche des chronos de Charles Leclerc. Et avant d'attaquer le volet Hülkenberg, qui est évidemment la star de ce week-end chez Sauber, on va revenir sur cette petite apparition et ce couac de la voiture de sécurité qui forcément fait quand même pas mal parler, jaser. Hein, cette voiture de sécurité qui va apparaître à peu près aux 2 tiers de la course quand il va y avoir une énorme quantité d'eau qui va s'abattre sur le circuit. On rappelle que la voiture de sécurité, normalement, elle apparaît quand il y a un danger sur la piste, donc un accident, quelque chose, un élément qui gêne, bref. Et là, on l'a fait apparaître juste parce qu'il pleut une énorme quantité. Mais ce qui est dérangeant, évidemment, c'est que l'ensemble du plateau à ce moment-là est en pneus intermédiaires. Donc, il reste encore une gamme de pneus supérieure, hein. C'est la gamme de pneus pluie la plus forte, celle qui évacue normalement le plus d'eau. Et si on se retrouve dans cette situation et qu'on fait venir à la voiture de sécurité à ce moment-là, c'est parce qu'en fait, le pneu pluie de Pirelli, mais ça fait des années qu'on le dit, hein, il n'est pas valable. Voilà. Pirelli n'a jamais été capable pour le moment de fournir un pneumatique pluie décent qui soit capable d'évacuer suffisamment de l'eau sans envoyer des projections d'eau énormes sur le pilote qui se trouve derrière. Donc si on a cette voiture de sécurité qui arrive, c'est principalement à cause de Pirelli. Et puis il y a un deuxième quand même sujet de fond qui fait que la FIA reste quand même
très précautionneuse, hein, que les commissaires de piste restent très précautionneux. C'est évidemment, l'accident de Jules Bianchi, je pense, qui a quand même marqué la Formule 1, qui est le dernier, gros accident en date, en F1, avec la mort, de Jules Bianchi au Japon. On avait des conditions pluvieuses énormes, on a eu une perte de contrôle, et je pense que la F1 a pas du tout envie de prendre le risque de revivre ça. Ça serait vraiment un drame, pour ce sport et du coup, on a malheureusement l'apparition de cette voiture de sécurité alors que, les conditions de piste, bah, certes sont très pluvieuses, mais il reste encore une gamme de pneus. Donc c'est vrai que c'est une problématique quand même à régler parce que, bah, cette gamme de pneus, on se dit: «Quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? À quoi ça sert?» En fait, on a des pneus de pluie, ils servent à rien. Ils sont jamais utilisés, donc de toute façon, à quoi bon même les fabriquer, hein, ou même les emmener sur le circuit? C'est de la logistique, c'est du coût de fabrication qui servent pas à grand chose aujourd'hui. Donc c'est un aveu d'échec, mais c'est un aveu qu'il faut assumer, ce qui est pas vraiment le cas pour le moment. En tout cas, ni de la FIA, ni de Pirelli. Et puis on se retrouve donc, dans ce genre de situation qui est assez, désolante, c'est vrai, parce qu'on a encore une gamme. Après, quand on voit la visibilité d'Isaac Hadjar, depuis son cockpit, quand il vient percuter, Kimi Antonelli, on se rend compte à quel point les projections d'eau sont énormes, que les pilotes voient absolument que dalle et que, vraiment, avec ces projections d'eau, en fait, c'est du pilotage à l'instinct et et à la mémoire du circuit, quoi. Donc tout, objet, chose, élément qui va venir, se mettre, devant vous, si vous voulez, il y a aucun moyen de l'éviter. Quand on voit l'inside d'Isaac Hadjar, mais il voit, Kimi Antonelli à la dernière seconde. D'un coup, hop et il percute, l'arrière de Kimi Antonelli, il ne se comprend pas ce qui s'est passé. En fait, c'est juste que Kimi Antonelli a décéléré assez fortement devant lui. Donc vraiment, il y a aucun contrôle. Donc on peut pas totalement critiquer, ce type d'intervention, on va dire, de la FIA. Vaut mieux que ça soit un peu précautionneux. En revanche, ce qui est très pénible, c'est on n'aborde pas le vrai sujet qui est cette gamme pneumatique pluie qui est pas du tout gérée par, Pirelli. À quoi ça sert? Voilà, j'aimerais qu'on ait un vrai sujet de fond là-dessus, que ça soit vraiment abordé et assumé par Pirelli que cette, gamme de pneumatiques, c'est de la merde et ça sert à rien. Et puis qu'on la retire, hein, limite parce que ça sert à rien en fait. Elle est pas utilisée de toute façon de la saison, donc à quoi bon? Et puis c'est vrai que si on peut, relancer les courses, plus tôt franchement parce qu'on met 3/4 d'heure à chaque fois à les relances, la piste est quasiment, sèche. Bon ça a été un petit peu mieux là à Silverstone, mais j'ai des souvenirs où c'était pas terrible et franchement là, ça on a encore attendu pas mal. Voilà, quand les conditions sont à peu près correctes, qu'on relance la course. OK, il faut assumer un moment, de courir sous la pluie. Si on attend que la piste, elle soit presque sèche, ça sert à rien. C'est pour faire 3 tours sous des intermédiaires parce que ça sèche. Bah, une fois qu'il y a du soleil, ça sèche vite, hein, donc à un moment, il faut de la course automobile sous la pluie. Soit on assume, de courir sous la pluie et dans ce cas-là, on fournit des gammes intermédiaires et pluie pour courir sous la pluie et on fait des relances sous la pluie. Soit on attend que ça sèche, ils font tous 2 tours, après ils rentrent tous au stand, mais bon. Donc, à un moment, en fait, les relances sont vraiment trop tardives et ça, c'est assez pénible, actuellement en Formule 1. Allez, Hülkenberg. Nico Hülkenberg s'offre donc son premier podium en Grand Prix. En voilà un qui a tiré son épingle du jeu après 239 Grands Prix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les fans Netflix, quand du coup Nico Hülkenberg était si proche chez Renault d'avoir ce podium en Allemagne. Rappelez-vous quand il part dans le mur sous les mêmes conditions, en plus des conditions pluvieuses assez denses. Voilà, il a eu quelques opportunités, Nico Hülkenberg, de finir sur ce podium. À chaque fois, ça se jouait à pas grand-chose. Il est dans toute sa carrière, dans ses 239 courses. Et là, on l'a senti serein. C'est incroyable. De toute façon, Nico Hülkenberg, depuis qu'il est revenu, il a vraiment eu ce statut de très grand pilote, de très bon pilote, très constant, hein. Il a largement dominé Kevin Magnussen. Là, il domine largement Bortoleto, mais on sent que c'est un pilote très solide, très constant, plutôt bon sous toutes les conditions, qui assure des points sur l'ensemble de la saison. Là, il surdomine, hein, clairement Bortoleto. Et il est très présent. Et puis, bah, encore une fois, hein, le Steak Sauber qui continue sur sa lancée, qui, avec ses évolutions, a montré qu'elle avait un beau potentiel. Et puis là, non mais c'est incroyable parce que ce qui est incroyable en fait, c'est que les Sauber se sont encore très mal qualifiés.
que Nico Hülkenberg, il part 19e et que tout se goupille bien. Au niveau des arrêts au stand, il les fait à la perfection. Bon, on l'a dit, il y en a qui ont pris des risques, notamment Leclerc, Russell, Antonelli, tout ça. Il y a eu pas mal d'accrochages aussi, et de gens qui sont partis à la faute. Et puis Nico Hülkenberg, il passe au milieu des gouttes, il fait ça très propre, il a un très bon rythme et il arrive à du coup se hisser à cette 3e place. Il va venir se débarrasser de Lance Stroll au moment où il fallait s'en débarrasser, hein, parce que s'il restait coincé trop longtemps, bah, il y avait Lewis Hamilton qui revenait derrière et il aurait pu se faire dépasser. Et une fois qu'il se débarrasse de Stroll, et ben encore une fois, il va creuser l'écart. Là où Lewis Hamilton va faire une petite erreur, bah, où il va perdre 3-4 secondes dans cette erreur à la sortie des stands lorsque va y avoir le passage au sec. Bah, Hülkenberg, lui, il va pas faire cette erreur. Et du coup, c'est la différentielle entre Hülkenberg et Lewis Hamilton, ce qui va lui permettre de valider ce podium. Donc une course vraiment très clean, très propre encore de Hulk. Et puis voilà, ça paie. Et on est content, franchement, parce que on a senti vraiment que tout le paddock était content. C'est limite passé au-dessus de la victoire de Norris, qui était quand même à domicile. Parce qu'en fait, Hülkenberg, rendez-vous compte, 239 Grands Prix, pas de podium. Avec le niveau qu'il affiche, honnêtement, c'est dommage, quoi. Vraiment, il a fait une superbe course. Bon, on fera un petit clin d'œil quand même. Allez, pour une fois, on va quand même le féliciter à Lance Stroll qui a fait une course assez solide, mais qui, encore une fois, on l'a vu, ça, c'est des formats de course qui arrivent assez souvent. Lance Stroll, dans sa carrière sous la pluie, qui est plutôt pas mauvais, mais qui, une fois le passage entre les pneus intermédiaires et la piste s'asséchante, bah, en fait, ses pneus, ils se dégradent assez vite. Il a du mal à tenir ce rythme-là. Et on l'a vu un peu dégringoler, mais c'est un schéma qui avait déjà eu lieu, rappelez-vous, il y a très 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 longtemps, quand Lance Stroll avait fait la pole devant, je crois, Sergio Pérez. Ils étaient 1 et 2 en Turquie. Et en fait, il y a un moment où il avait beaucoup trop pusé ses pneus. Et puis derrière, en fait, il avait complètement dégringolé parce que le passage des intermédiaires, en fait, il a du mal à maintenir ses intermédiaires quand le passage varie de piste mouillée à piste séchante. Ce petit moment où la piste n'est pas assez sèche pour mettre des nouveaux pneus, mais elle reste encore un peu humide, et bah là, ses pneus, ils se dégradent beaucoup. Il a du mal à maintenir son rythme. Mais bon, il finit à une très belle 7e place quand même. Et puis Pierre Gasly, quoi. Pierre Gasly, c'est incroyable aussi. Ce week-end de course qui a annoncé catastrophique. Aucun rythme, il s'est plaint pendant toute la séance d'essai. Il vient décrocher une qualification incroyable dans le top 10. Et derrière, tout se goupille bien. Il termine à cette 6e place. Il se fait dépasser par Max Verstappen. Il aura essayé de tenir un bon moment, mais bon, il n'aura pas pu faire mieux que ça. Et puis il termine 6e, il arrive à dépasser Stroll. Franchement, incroyable pour Alpine, et puis des points extrêmement précieux. Tout ce peloton-là, encore une fois, revient à petit train sur Williams, qui encore une fois aura vécu un week-end assez compliqué. Alexander Albon aura ramené 4 points, Sainz aura encore malheureusement ramené 0 points, mais Williams commence à regarder sérieusement dans le rétroviseur. Prochain Grand Prix donc en Belgique. Bah écoutez, ça va être très intéressant. On va surveiller. C'est vrai qu'on a vu quand même que les évolutions de Ferrari étaient assez intéressantes et les avaient amenés quand même à être assez redoutables à Silverstone. On sentait la Ferrari quand même beaucoup plus à l'aise. Alors on a eu que des conditions assez particulières avec une piste mouillée, mais je ne serais pas surpris qu'elle soit quand même un peu plus à l'aise aussi du coup en Belgique. Et puis, on aura quand même le retour de Max qui va, s'il garde son setup de Silverstone sur le sec, devrait être quand même une petite menace. Et en tout cas, on surveille évidemment le duel qui est lancé. On est à la mi-saison, rendez-vous compte, il y a 8 points d'écart seulement entre Oscar Piastri, toujours premier, et Lando Norris, deuxième. La lutte va être incroyable. Rendez-vous donc à Silverstone, et c'était avec Enfin Bon, bien sûr!